Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Une émission proposée par Sandrine Murk. Aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, je vous embarque dans un paradis sur Terre. Certes, c'est un paradis qui peut être très boueux et gadouilleux, mais il y pousse des légumes qui nourrissent nos enfants et nous-mêmes de génération en génération, sans faillir, sans faiblir, sans nous empoisonner, sans maugréer, avec un accueil inconditionnel dans la joie et la bonne humeur. Moi, j'appelle ça le paradis et il s'appelle Midi Cueillette à Portée-sur-Garonne. Alors bonjour Jenny. Bonjour Sandrine. Pas sûr que vous vous preniez pour un ange, ni même que votre entreprise vous semble toujours paradisiaque au quotidien. Un paradis des fois qui est un petit peu long, un peu longué. C'est-à-dire par rapport au temps passé sur notre exploitation, mais en même temps, comme on aime ça et qu'on le fait depuis 34 ans maintenant, un paradis quand même où on s'y sent bien. Alors comment ça fonctionne Midi Cueillette et quelle est l'idée de départ de cette entreprise familiale à travers les âges? Décortiquez-nous un petit peu tout ça, puis après nous on vous dira un petit peu pourquoi on considère que c'est un petit peu un paradis pour nous les urbains ou les périurbains. Alors, l'histoire de Midi Cueillette, c'est qu'en 1989, le papa de mon mari, Jean-Paul Rivals, crée Midi Cueillette parce qu'il hérite d'une parcelle d'un peu moins de 10 hectares sur les bords de Garonne, à Portée-sur-Garonne. 10 hectares de terre alluvionnaire qu'il considère, lui, il est ingénieur agronome et il considère que cette terre est vraiment, là pour le coup, un paradis agronomique et qu'il est dommage d'en faire du maïs irrigué ou une quelconque culture grande, ce qu'on appelle une grande culture, une culture céréalière, et qu'une production un petit peu plus technique, donc le maraîchage, la culture de légumes, serait vraiment très adaptée à un tel terroir. Du coup, en 89, il crée Midi Cueillette et un monsieur un peu novateur. Hyper avant-gardiste, ouais, en fait. Alors, il y avait déjà ce système de cueillette, mais qui était effectivement, c'était pas très très vieux, en région parisienne. C'était les chapeaux de Champigny. Il avait entendu parler de ça. Il s'est inspiré de ce système. Et il a mis en place, donc, il partait sur une nouvelle production, une production maraîchère qu'il connaissait absolument pas, et sur un système de commercialisation qui était effectivement avant-gardiste et novateur, c'est-à-dire que les gens viennent sur place récolter eux-mêmes. Et ça, souvent, c'est un concept qui est un peu compliqué pour les agriculteurs de faire rentrer des gens dans leurs parcelles. Et voilà comment a été créé Midi Cueillette. Alors pourquoi c'est compliqué? Je saute du coq à l'âne, on reviendra ensuite sur le mode de fonctionnement, mais pourquoi c'est compliqué? Parce que, en fait, les comportements sont quand même radicalement différents quand on connaît ou quand on ne connaît pas le travail de la terre. C'est un peu ça aussi. Alors, il y a ce premier aspect, des gens qui ne connaissent pas l'agriculture, qui ne connaissent pas les productions, qui ne connaissent pas les méthodes de cueillette. Ça, c'est une première chose, mais ça, on peut estimer qu'avec un peu de pédagogie, on fait une erreur une première fois et la seconde fois, on rectifie le tir suite à nos conseils et à nos consignes. J'ai une toute petite anecdote là-dessus que je vais placer tout de suite. Rappelez-vous du fil de la discussion pour vous après. Un très jeune garçon, tout mignon, qui se battait quand même à coups de tomates pourries au fond des serres que vous aviez sévèrement réprimandé à l'époque. Aujourd'hui, il a 27 ans. Bon, il est en prison, ok, pas pour ça. Mais il parle encore à sa mère au parloir de Midi Cueillette. Ce qui signifie quand même à quel point, finalement, l'éducation, que les enfants urbains reçoivent ici aussi, mais deux, ce bonheur, quand on est enfant, de venir avec ses parents ou avec des accompagnants pour aller comprendre ce que c'est qu'un légume et comment arracher une carotte, ça reste à travers les âges, c'est indélébile. La preuve en est, maintenant on accueille, vu que ça fait 33, donc j'ai dit 34 je crois, 34 années que nous réouvrons Midi Cueillette à chaque printemps. On a maintenant dans nos clients des enfants qui venaient avec leurs propres parents. Donc je dirais que le cercle est vertueux. Enfin, moi, je l'estime vertueux. Et alors du coup, pour revenir donc à cette un peu, je dirais, cette fermeture entre guillemets de ceux qui travaillent la terre au monde extérieur, puisqu'on en était là, quels sont un peu les obstacles en fait à ouvrir sa production, à ouvrir
Alors des obstacles, certainement le premier, c'est un obstacle psychologique. Le monde agricole n'est pas un monde très ouvert. On n'a pas l'habitude de côtoyer des gens sur nos parcelles. On est plutôt seul dans nos champs. Et donc ça, il y a ce premier aspect-là, à mon avis, qui est vraiment un obstacle psychologique. Ce que les gens vont faire dans notre parcelle, vont penser de notre parcelle. Vont voler dans votre parcelle, parce Aussi. que ça arrive aussi, et ça ça c'est très énervant quand même. Ça, c'est très agaçant. Très agaçant. Ça a changé, ça aussi? Ça a beaucoup évolué? Ou... Non, on a toujours cette année. Alors, on va voir un mal pour un bien. On a attrapé des gens qui étaient en train de voler nos pommes et on était un petit peu en retard par rapport à nos cueillettes de pommes. Ils nous les ont cueillies, on les a rattrapés au vol, c'est le cas de le dire, et on a pu presser nos pommes et faire du jus de pomme. Mais bon, non, cela dit, ça c'est, on ironise, mais c'est vrai que le vol sur nos parcelles, c'est quelque chose et c'est pas une histoire. Là, pour en revenir à cette anecdote, les gens nous disaient mais on va vous les payer les pommes, c'est pas une histoire de payer les pommes. Il y avait 50 ou 60 kilos de pommes, c'était pas la valeur en soi, c'est le fait de s'introduire chez les gens et considérer qu'on peut se servir. Que c'est à soi. Ouais. Voilà. Mais c'est un peu le corollaire de votre système, parce que pour en revenir à ceux qui ne connaissent pas Midi Cueillette au système, les gens viennent cueillir eux-mêmes leurs légumes en fonction des saisons, des indications que vous leur donnez, etc. Ou alors ils viennent récupérer un panier tout prêt, systématiquement chaque semaine. Mais ça veut dire que quelque part, ils partent sur éventuellement très loin sur vos parcelles, qui cueillent ou qui mangent. Bon, évidemment, on ne va pas manger des courgettes dans les parcelles, mais on mange des framboises, on dégomme les plants de fraisiers, etc., etc. Donc le corollaire quand même de ce système, c'est la confiance. C'est la confiance. Entre autres, les fraises, par exemple, on finissait par avoir une rentabilité vraiment insuffisante. Et du coup, cette année, on a un peu boudé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas les autres années, mais on a un peu boudé cette année. On a arrêté la production de fraises. Parce qu'effectivement, les gens reviennent en disant « Oh là là, les fraises, qu'est-ce qu'elles sont bonnes !» Oui, mais simplement, ça ne peut pas faire notre quotidien. Donc, ça fait partie, effectivement, du système qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Donc là, par exemple, on a fait la grève de la fraise. Après, quand même, on brasse. Je ne sais pas si le mot est très joli, mais on brasse une clientèle de gens avertis, respectueux, et globalement, on est plutôt content de ce que font les gens dans notre parcelle. Oui, et puis vous avez eu le temps de les éduquer à l'époque où vous aviez le verbe un peu plus virulent. La jeunesse du verbe. Donc tous les consommateurs qui aujourd'hui sont des parents répliquent à leurs enfants. C'est très très instructif quand même de passer par Midi Cueillette. Vous vous rendez pas compte, je pense, à quel point ça touche beaucoup de choses inhérentes à la vie courante auquel plus personne n'a accès, puisqu'on n'est plus des paysans, on n'a plus un petit lopin de terre, on a peu de potager. Et donc, voilà, toute cette éducation à la nature, et puis ensuite, on va parler évidemment du bien manger. Tout ça, ça se dispense avec beaucoup de légèreté et de gaieté, un peu l'air de rien, je trouve. C'est vrai que nous, notre mission professionnelle, c'est de produire et de nourrir, de pouvoir proposer une alimentation de qualité, qu'on estime de qualité à nos cueilleurs, à nos clients. C'est vrai que le côté pédagogique, on a bien conscience qu'un jardin, ça peut être c'est un excellent support pédagogique. Mais c'est vrai que quand les gens nous disent c'est extraordinaire ce que vous faites, j'avoue que moi j'ai plutôt tendance à leur dire que non, ça c'est la norme, c'est peut-être dommage parce qu'on l'a oublié, on l'a perdu, surtout nous en zone périurbaine comme nous sommes. Mais non, un jardin c'est pas extraordinaire, c'est pour ça aussi qu'il faut savoir en profiter. Mais c'est pas extraordinaire, ça doit être la vraie vie. La vraie vie. Et ouais, sauf que dans cette zone dans laquelle nous habitons tous, il faut quand même vous dénicher quelque part. C'est l'une des plus laides de Toulouse quand même, il faut bien le rappeler, avec une banlieue du périurbain de Portet-sur-Garonne, avec des kilomètres et des kilomètres de grandes surfaces et de magasins à n'en plus finir. Donc vous ressemblez quand même un peu à une oasis parce que les terres sont préservées, parce que vous y êtes toujours. Peut-être qu'un jour vous deviendrez millionnaire parce que vous aurez été visionnaire et que vous aurez gardé ces terres et que le vent tourne. Mais voilà, on a de la chance quand on vous connaît.
C'est pas si Je simple. suis contente de l'entendre dire. C'est vrai que c'est pas rare d'entendre des gens qui nous disent « Oh là là, on n'imagine pas un tel lieu à proximité de la route d'Espagne ou de la Rocade. » C'est ça quand même. Cet axe, c'est un axe. Voilà, la route d'Espagne, complètement déprimant, je dirais, avec sa surconsommation et sa consommation où le seul bouchon du samedi, c'est pour aller vers ces grandes surfaces quand même. Ça en dit long. Et puis là, dès qu'on fait quelques mètres, quelques pas de travers, je dirais, on tombe sur des champs avec des chevaux qui paissent et des légumes qui poussent sans engrais chimiques, en tout cas sans pesticides. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous nous racontiez aussi parce que vous n'êtes pas bio. Et c'est pas pour autant qu'on ne mange pas merveilleusement. Alors si, nous sommes bio. Alors vous êtes devenu bio. Oui. Moi, je suis trop vieille cliente chez vous alors. C'est vrai qu'on a commencé parce que pour faire un petit rappel de l'historique de Midi Cueillette, donc le père de mon mari a créé Midi Cueillette en 89 et malheureusement est décédé prématurément en 93. Nous sortions tout juste de l'école avec mon mari et du coup on a repris un peu complètement inexpérimenté, tête baissée dans une production en plein mois de juillet il fallait absolument finir l'année. Et on a commencé donc en conventionnel. Très rapidement, on s'est aperçu que tout ce qui était pesticides ne nous convenait pas, physiquement, éthiquement. Et on a mis plusieurs années donc à s'en débarrasser. Ensuite, on a travaillé entre 15 et 20 ans sans certification. Bio, mais en utilisant les méthodes de l'agriculture biologique. Et puis, un jour, une personne m'a dit à peu près sur ce ton, enfin, disons que j'ai entendu ce ton, dites donc, pourquoi vous n'êtes pas en bio, pourquoi vous n'êtes pas certifié ? Et là, je me suis dit que peut-être que effectivement, c'était un passage un peu obligatoire parce que dans toute cette faune de mensonges, de marketing, etc., la certification est quand même un label presque fiable. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes en bio depuis 2020 et que nous en sommes ravis et très fiers, même si ça n'a rien changé, mis à part la facture à la fin du mois de la certification, ça n'a rien changé à nos méthodes de production et pour nous elle est absolument incontournable. On ne pourrait plus faire. Là, il y a eu une petite baisse du marché bio qui a été un petit peu difficile à supporter pour l'entreprise, à encaisser. C'est-à-dire, mais préciser, parce que c'est très important ça, ces tournants. C'est même pas des tournants, c'est des virages qu'on croit dépasser depuis longtemps et qui reviennent comme un boomerang. Ouais, mais le Covid est passé par là. Et je pense que le Covid a perturbé pas mal de fonctionnement de la part des clients. Et les arbitrages, après le Covid, il y a eu aussi une période inflationniste qui a fait que le bio était en rouge alors que l'augmentation des prix a été bien plus élevée sur les fruits et légumes conventionnels que sur les fruits et légumes bio. Mais c'est ça. Mais voilà aussi un tapage médiatique aussi autour de tout ça, l'augmentation des fruits et légumes. En même temps, c'est quand même ce qui nous nourrit. Donc je comprends bien effectivement qu'on puisse être acculé à... Enfin, moi je comprends pas. Parce qu'on voit bien que le bio, le raisonné, enfin en tout cas quand on a un certain âge, qui ont été des combats homériques. Moi je me rappelle quand même des gens qui vendaient des tomates bio sur les marchés, il y a 30 ans, ils passaient pour des énergumènes, soit ils étaient méprisés, soit on se moquait vraiment réellement de leur démarche en fait. Donc aujourd'hui tout ça, c'est complètement rentré dans la tête des gens et pourtant, malgré ces solutions évidentes pour la sécu, pour la santé, on retombe de nouveau, je dirais, dans un combat. Dans un combat, voilà. Alors que la science, aujourd'hui, elle tire un lien direct entre le fait de se nourrir sainement et sa santé. Ce matin encore, a priori, il y a un collectif de médecins, me semble-t-il, qui a signé excusez-moi, je cherche le mot, Enfin bref, c'est plein d'une nouvelle directive européenne par rapport à l'utilisation des pesticides, qui assouplit. Alors, il y a quelques, lobbying, on ne les citera pas, mais on les connaît tous, qui poussent toujours à plus de pesticides, alors qu'on est complètement au courant des impacts négatifs sur l'environnement, sur les utilisateurs, parce que les agriculteurs sont les premiers sont
eux aussi extrêmement touchés. Donc pour l'environnement, les consommateurs, les utilisateurs, il me semble que effectivement des fois ne plus avoir telle matière active est préjudiciable pour une production, mais faisons de la recherche, mettons de l'argent dans la recherche pour pallier à ces problématiques phytosanitaires, mais ne remettons pas, alors qu'on sait que c'est mauvais, ne remettons pas ces matières actives sur le marché. Ou pire encore, ne les remettons pas un petit peu plus loin, parce que des fois on change de continent aussi, on interdit sur notre continent et on le balance chez les autres. Non, ça doit s'arrêter, absolument. Ça y est, je vous ai branché sur vos grandes colères. Ça Alors, peut déraper, mes filles. on va terminer sur une super bonne note, puisque c'est la fin de cette émission. Et on revient la semaine prochaine. On ira chercher votre mari dans les champs. Donc la semaine prochaine, petite joie très régulière chez vous. Et aussi parfois, un peu moins régulièrement, les grands découragements. On se dit à la semaine prochaine ? À la semaine prochaine, Sandrine. Merci bien. Au revoir. Au revoir.